Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais aborder un sujet peut-être un petit peu délicat, à savoir d'explorer un petit peu de manière hypothétique le lien entre médiumnité et traumatisme. C'est une question qui est forcément venue à moi depuis un petit moment, parce que moi-même j'étais dans un parcours de guérison par rapport à de nombreux traumatismes, notamment violences sexuelles, inceste, etc. Bon, j'en ai vécu plein, violences sexuelles, y compris du corps médical. Donc voilà, plein de trucs. Et forcément, sur mon chemin, en questionnement, j'ai vu beaucoup de psy, tout type de psy. Euh, Moi, j'avais ce questionnement intérieur, savoir d'où est-ce que ça me vient cette hypersensibilité, d'où est-ce que ça me vient cette clairvoyance. C'est un sujet que j'ai pu débattre avec les psys que j'ai vus. Euh, Pourquoi j'ai cette forme de clair-connaissance, de clairvoyance, cette ouverture au niveau des akashas, cette capacité à parler avec les morts, à voir un petit peu tout ce qui est invisible. Je me suis beaucoup questionnée quel était le lien avec les traumas que j'avais vécus. Et notamment ceux que j'ai vécus dans l'enfance, parce que je pense que c'est ceux qui ont le plus, on va dire, été challengeants pour l'ensemble de ma structure énergétique, psychique, etc. Et forcément, je me questionne, je me renseigne. Quand je me questionne, je me dis, bon, c'est peut-être juste un truc personnel, mais j'ai commencé à poser la question, même si j'ai commencé à en parler ouvertement en 2021, on va dire de manière publique en 2021, mais c'est un sujet que j'aborde assez facilement depuis longtemps parce que voilà, j'ai beaucoup cheminé avec les psys, donc je suis à l'aise pour en parler et, euh, et de ce fait, en parlant directement, en posant la question, j'ai constaté, sans faire de statistiques, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une médiumnité, qui ont vécu des violences sexuelles. Après, il y a beaucoup de personnes, de toute façon tout court, qui ont vécu des violences sexuelles. Donc voilà, il y avait ce petit questionnement-là. Et c'est vrai que souvent, j'ai posé la question à des médiums ou des thérapeutes hyper connus. Je pense que je suis la seule personne à poser la question un peu frontalement. Et effectivement, la majorité des personnes qui sont connues ont vécu des gros traumas dans l'enfance, notamment violences sexuelles. Du coup, ça me questionnait. Ça me questionnait quel est ce lien. Est-ce que j'ai ma médiumnité avant ces événements-là, sachant que j'ai été violée vraiment très très jeune. Ouais, il y a eu plein d'abus très très jeunes dans mon histoire personnelle. Et du coup, je me disais, bah, quel est le lien? Parce que du coup, il y a quelque chose qui est extrêmement évident pour moi, c'est que il y a des phénomènes de dissociation et de sortie de corps. J'ai appris à sortir de mon corps extrêmement tôt. Alors, à la fois, il y a la violence sexuelle, et à la fois, moi, j'ai eu des règles douloureuses à me taper la tête contre les murs, très jeune, dès l'âge de 11 ans. Et donc, aussi, je me rappelle très bien, dès l'âge de 11 ans, je cherchais, maintenant, je suis capable de mettre des mots dessus. C'était comme si j'essayais de chercher un niveau de conscience où je vais plus sentir la douleur. À l'époque, c'était vraiment très très empirique, juste j'avais trop mal, j'essayais de trouver une solution que la médecine ne m'apportait pas. Et donc j'ai beaucoup appris à la fois dans les violences sexuelles, c'est quelque chose qui est très connu. Il y a des phénomènes de dissociation, de figement, il y a différents types de noms, parce que souvent les noms qu'on utilise, ils viennent de la sphère anglo-saxonne, donc voilà. Parfois les mots, on n'a pas exactement les bons mots en français. Tous les phénomènes qui accompagnent au moment du viol, au moment où il y a une dissociation, il y a une sortie de corps, on ne réagit pas tous de la même manière par rapport à ce genre de traumatisme. Donc, moi, il est très très évident que j'ai très tôt commencé à dissocier pour me sauver. Et surtout, la notion de sortie de corps, pour moi, c'était quelque chose de très, très logique et très compréhensible. J'ai commencé très très tôt à me mettre dans une bulle le soir aussi avant de m'endormir. Personne ne m'a appris ça, mais ce sont des mécanismes de défense qui me paraissent, on va dire, assez classiques. Donc, une grosse questionnement. Moi, j'ai eu une gros questionnement. Est-ce que ce que je vois, c'est vrai? Quelle est la réalité de ce que je vois? Quand j'ai commencé à accepter d'en parler, déjà, avant, j'en parlais pas, parce que je croyais que c'était complètement faux, tout ce que je voyais. Et il a fallu un long cheminement pour que je puisse déjà en parler, déjà en discuter aussi, pouvoir en discuter avec des professionnels, dire ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis folle? Est-ce que c'est une conséquence aussi des traumas des violences sexuelles, pardon, je vais l'appeler comme ça, des violences sexuelles que j'ai vécues quand j'étais enfant. J'ai jamais eu de réponse franche et tranchée de la part des divers psys
qui m'ont accompagné, ou divers spécialistes, notamment de l'inceste, qui m'ont accompagné. Et ça reste un questionnement. Et je vais le laisser sous forme de questionnement ici. J'ai pas vocation, je pense, à trancher sur la question. Et j'ai observé qu'il y avait des corrélations assez fortes. On sait aussi que dans les notions d'hypersensibilité, dans des situations où on se sent menacé quand on est enfant, ou pour tout un tas d'autres raisons, de climat social, les parents divorcent, ça s'engueule, les parents se frappent, pour tout un tas de situations comme ça, on sait que, ou juste parents pères narcissiques, on développe des mécanismes de défense euh, pour, euh, pour, euh, pour se protéger en fait, pour savoir sentir le fait d'être hypersensible. C'est un petit peu comme si on va sentir venir les choses arriver, et peut-être éventuellement, avec les moyens qu'on a quand on est enfant, qui sont généralement limités, essayer de se protéger, essayer de faire ce qu'on a sous la main qui peut nous permettre de traverser ça. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant, mais aussi extrêmement complexe et délicat, parce qu'il faudrait à la fois des connaissances d'un point de vue énergétique, et à la fois des connaissances d'un point de vue psychologique, pour vraiment être vraiment calé dans les deux domaines, pour pouvoir un petit peu explorer. Et je pense que c'est une question qui pourrait être explorée à l'avenir, vraiment de manière universitaire, voire d'un point de vue neuroscientifique, pour qu'on puisse en savoir plus sur la question. Euh, donc, si on reprend un petit peu de manière carrée, du coup, cette thématique-là, si je prends le terme de médiumnité, a priori, la médiumnité, ça fait référence à des capacités présumées, je vais le dire comme ça, présumées de certaines personnes à communiquer avec les esprits, les défunts, à percevoir des informations et des événements au-delà de ce qui est considéré comme les cinq sens normaux. C'est bien de positionner, ok, de quoi on parle, la médiumnité. C'est une définition, hein, il peut rien avoir d'autre. Si on prend le traumatisme, donc ça fait référence à des expériences de vie pénibles et souvent débilitantes, impactantes généralement sur le long terme, qui peuvent avoir des conséquences profondes sur la santé mentale, émotionnelle, sur la structure énergétique de la personne. Et donc, si on essaye de questionner, si on essaye de se questionner sur ok, quels peuvent être les liens, s'il existe un lien entre traumatisme et médiumnité, quels sont ces liens? Premier point. Premier point, la sensibilité accrue. Donc il y a certaines personnes qui vont dire que les personnes qui ont vécu des traumatismes graves développent une sensibilité accrue à des phénomènes spirituels ou paranormaux. Et du coup, ça suggère que le traumatisme, il ouvre une porte de perception ou une sensibilité psychique. Là encore, pour moi, à mon sens, il y a une notion de résilience ou de mécanisme de défense aussi, pour se mettre en sécurité. Ça reste une idée, ça reste des hypothèses, hein, tout ce que je vais dire, ça reste des hypothèses, mais je trouve intéressant de se questionner un petit peu par rapport à ça. Deuxième point, si on l'aborde vraiment frontalement par rapport au mécanisme de défense, donc il y a des psychologues qui vont suggérer que la médiumnité, ça serait une forme de mécanisme de défense psychologique. Ça voudrait dire que certaines personnes développeraient des croyances médiumiques comme moyen de faire face à des traumatismes passés ou à des pertes importantes. Donc là, du coup, ça serait vu comme une croyance. Donc la croyance dans la médiumnité, ça servirait de mécanisme d'adaptation pour faire face à la douleur, au chagrin, au trauma, etc., tout ce qui a pu être vécu. Une autre manière de l'aborder, toujours de manière assez rationnelle, hein, l'imagination et le point de vue de l'imagination et de la dissociation. Les traumatismes, ils affectent la façon dont une personne perçoit la réalité. Donc certaines personnes qui ont vécu des traumatismes peuvent développer des états de dissociation ou des troubles de la perception, ce qui peut amener à interpréter des expériences subjectives comme des expériences médiumiques, en fait. Je trouve ça intéressant. Moi, je crois réellement qu'il y a une vérité dans ce que je vois, parce que j'ai beaucoup questionné, je me suis beaucoup questionnée avec des psys. J'avais besoin d'être sûre que j'étais pas folle et que j'étais pas complètement dissociée, et que ce que je racontais était pas fou avant de pouvoir le raconter. Mais je trouve ça intéressant d'essayer de jauger quand on a une hypersensibilité, quand on a une médiumnité, de juger, voilà, qu'est-ce qui est vraiment de la médiumnité, ou qu'est-ce qui appartient à une projection de mon trauma. À mon sens, c'est pour ça que moi j'encourage tous les gens que je forme à avoir des formes de supervision. Moi, je continue à avoir des formes avoir des psys, avoir une forme de supervision, parce que je sais que je viens de ces traumas-là, et je sais que ça pourrait impacter d'une certaine manière mes perceptions,
que ça pourrait impacter la manière de voir les choses, etc. Et je cherche toujours à pouvoir vérifier que je suis bien dans les clous d'une certaine manière, et que je suis pas en train de faire une projection de mes traumas. Et surtout, moi j'ai vu des gens qui, dans le milieu de l'accompagnement alternatif, qui se disent guéris par rapport à des traumas, mais qu'ils n'ont pas fait le travail d'un point de vue psy, et du coup, ils reproduisent certains schémas inhérents aux traumas qu'ils ont vécu dans leur manière d'accompagner. Euh, je peux parler que de ce que je connais le mieux, par exemple dans l'inceste, il y a tout un tas de discours de non-séparation, enfin, on appartient au groupe, on n'a pas d'individualité, et du coup je retrouve ça chez certains accompagnants qui disent voilà moi j'ai résilié, c'est bon, ou qui en parlent pas forcément ouvertement, mais qui dans leur manière de relationner et d'accompagner vont carrément, moi je vois la reproduction totale des schémas relationnels de l'inceste, qui sont super pas bons, je crois que le mot toxique c'est même pas assez fort, et qui reproduisent ça, du coup ils ont pas, mais du coup ils ont pas conscience, parce qu'ils sont passés par des biais énergétiques pour guérir, ils ont plus de symptômes, ils sont plus embêtés, il y a plus l'émotionnel qui vient les chercher, mais ces paradigmes-là, ils sont toujours là. Je l'ai vu ça dans l'accompagnement, euh, je l'ai vu dans tout un tas d'autres sphères où les gens sont censés être extrêmement conscients. Et donc, effectivement, ils ont trouvé des moyens de résilier d'une certaine manière, mais il n'y a pas des mots qui ont été mis, il n'y a pas des prises de conscience sur certains mécanismes. Et du coup, ça donne des choses extrêmement toxiques et extrêmement répandues. Et dans cette série d'exhaustifier la spiritualité, y compris dans les discours très anciens d'anciennes cultures, d'anciennes traditions, y compris hindou, y compris bouddhisme, moi, je m'interroge beaucoup parce que je retrouve des dialectiques qui sont similaires à ce qu'il y a dans l'inceste, en fait. Euh, et je ne sais pas si on peut faire des parallèles, je ne sais pas du tout si on peut euh, faire des généralités, c'est un questionnement. Quand on sait, par exemple, dans l'Église catholique, toutes les violences sexuelles qui ont été commises à l'intérieur et comment elles ont été protégées pendant tout un temps, elles continuent aussi à l'heure actuelle. Euh, dans tous les espaces où il y a un peu des notions de place de pouvoir, ça existe aussi, hein, les profs, moi j'étais prof, il y a des profs, voilà, hein, il y en a qui ils adorent, et ils sortent très souvent avec des élèves, hein, ils sont pas inquiétés. Toutes les postures de pouvoir comme ça, de situation de pouvoir, où on peut très facilement mettre de l'emprise et que la personne du coup qui est mineure ou qui est plus jeune ou qui est une femme n'a pas la possibilité de se positionner, de dire non, etc. pour tout un tas de raisons généralement sociologiques, anthropologiques, enfin voilà, globales, et, ou d'égrégores si je parle en termes énergétiques. Et c'est un gros questionnement, hein. Ça existe aussi dans d'autres sphères, dans d'autres religions, si on peut mettre le mot religion, dans d'autres spiritualités. J'observe en ayant pris le temps de prendre le recul et en ayant pris le temps de vérifier que c'est pas un biais personnel, que c'est très très répandu. Et du coup, c'est très répandu dans la société et c'est très répandu dans la notion de spiritualité et tout ce qu'on partage sur la spiritualité. Parce que du coup, on a un déni par rapport global, par rapport à ces abus, par rapport à l'inceste de manière générale, par rapport aux abus, par rapport aux femmes et aux enfants. Bon, aux femmes, on commence à en parler. Les enfants, ça reste encore tabou. Euh, mais du coup, je pense qu'à un moment, il va falloir vraiment se questionner, parce qu'on ne veut pas voir qu'on est dans une matrice d'abus généralisée, et que du coup, c'est forcément dans la spiritualité, et d'autant plus dans la spiritualité, que il me semble qu'il y a un principe assez similaire, que on sait que les personnes, je suis pas psy, hein, mais je vais dire ça comme utiliser des mots psy, les personnes narcissiques ou qui aiment avoir de l'emprise ou du pouvoir sur les autres, qui aiment dominer les autres, ils sont attirés par les postes à responsabilité dans les entreprises, on sait. Donc dans les postes de cadre, etc., on va trouver ce type de profil-là. Mon sentiment, qui reste un sentiment, à l'heure actuelle, c'est que ces personnes-là sont aussi attirées par l'accompagnement parce que elles vont pouvoir, c'est du pain béni pour elles, parce qu'il y a plein de gens qui viennent avec beaucoup le cœur ouvert, sans penser à mal, en pensant que ça va être beaucoup mieux dans ce milieu-là, que tout va se passer beaucoup mieux, et qu'il ne va plus y avoir les problèmes des autres cercles sociaux, de la vie réelle ou de la vie quotidienne dans ces espaces-là. Alors que, voilà, au contraire, j'invite à être plus vigilant, parce que d'une certaine manière, on est vulnérable. Quelqu'un qui vient manipuler vos énergies, quelqu'un qui vient vous dire des choses sur vos énergies, voilà, peut très facilement mettre de l'emprise.
Alors, moi, j'appelle ça le harponnage énergétique. C'est très facile. C'est très facile pour une personne qui n'est pas honnête de harponner énergétiquement. C'est très facile pour une personne qui n'est pas consciente d'elle-même aussi de harponner énergétiquement pour faire venir à elle des personnes dans les stages, dans les soins, etc. Ou de mettre en place une forme d'emprise pour que la personne elle revienne très longtemps. Euh, Harponnage énergétique, c'est très courant, il y en a beaucoup. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est important de se questionner. Je n'ai pas de vérité parce va falloir faire des enquêtes. Il faudrait que voilà. Et je vais laisser ça à des spécialistes, peut-être les neuroscientifiques, peut-être les neuropsy, pendant le temps d'explorer un petit peu cette question-là à un moment donné. Ça voudra dire de se questionner aussi réellement sur les notions d'abus parce que on est quand même dans un déni sociétal assez général et donc un déni aussi dans la spiritualité. Il y a Et bon, je sais qu'il y a un MeToo spirituel qui est à sortir, donc il y a une vidéo qui a été faite sur le sujet. Et moi, bon, si vous me suivez, vous savez que ça fait un petit moment que je parle de ça. Et j'insiste sur le fait que c'est pas un biais personnel. Hein, j'ai pris le temps de vérifier avec les statistiques qu'on a. On n'a pas toutes les statistiques qui sont là. Il n'y a pas d'enquête qui ont été faites dans le milieu spirituel. Il y a juste des affaires de temps en temps qui sortent, des personnes qui parlent. Moi, il y a énormément de personnes qui sont venues me donner des témoignages. Et c'est pas des c'est juste, j'ai eu des témoignages, c'est pas des gens qui ont porté plainte et il n'y a pas eu conséquences pour les personnes en question. Donc c'est une vaste réflexion aussi, comment cette matrice d'abus qu'on remet pas en question, cette matrice de domination qu'on remet pas en question. Moi, comme je suis de sous-culture indienne, moi j'ai beaucoup de recul par rapport à la culture hindoue, parce que la culture hindoue, c'est un des systèmes les plus violents pour les femmes qui existe depuis très longtemps. Le patriarcat indien, il est pas neuf, et, euh, et que dans sa matrice de pensée, parce que spiritualité et sociabilité et société, c'est très imbriqué dans la pensée hindoue, je veux dire pensée plutôt que religion. Euh, je suis très méfiante. La majorité des gourous, dans la tradition indienne, généralement, tu dois être en dévotion totale et tu dois abandonner toute volonté personnelle et te mettre au service total et vraiment tout accepter. Je comprends certains aspects positifs de la chose, mais je comprends aussi que ça peut ouvrir la porte à plein de choses assez délétères. Euh, voilà, donc j'ai ce recul-là et je sais que certains me diront j'ai trop d'ego, blablabla. Les gens diront, ils n'entendront pas le message. Ils diront mais tu es qui, Mathilda, pour questionner des millénaires de traditions, des traditions spirituelles. Je suis une femme. Je suis une femme et toutes ces traditions-là sont des traditions patriarcales pour la grande majorité. Alors pas toutes, hein, il y a des exceptions du côté des Amériques et du côté de l'Afrique et vraiment en minorité du côté de l'Asie. Mais la plupart des structures énergétiques et la plupart des enseignements énergétiques qu'on a, des enseignements médiumiques, ils sont dans cette matrice patriarcale, ils sont dans les matrices de domination. Je reviens sur l'hindouisme, j'ai parlé du fait que c'est un patriarcat, c'est aussi une des sociétés les plus hiérarchisées de manière structurelle et forte, même si à l'heure actuelle, techniquement, les castes n'existent plus, elles sont quand même toujours dans la réalité, d'une certaine manière, en action. Euh, Ouais, moi, j'ai tendance à me méfier d'une spiritualité qui mène à ce type de mise en place sociétale, à ce type à ce type de patriarcat et ce type d'abus sur les femmes de manière générale. Dans le bouddhisme aussi, hein, la place des femmes, elle est pas, elle évolue. Hein, c'est comme partout, ça évolue enfin, dans toutes les sociétés, fort heureusement. Euh, mais moi, ça me met de la distance par rapport au discours inhérent à tout ça. Euh, voilà, notamment tu as choisi ton incarnation et tu as choisi tes parents. Ça, c'est beaucoup l'hindouisme aussi. Et donc, ça me paraît très très logique dans la société hindoue et dans la pensée hindoue, mais dans une société qui valide beaucoup, t'as le droit de violer ta sœur et tu t'en sors, dans la majorité des cas en Inde, euh, t'as le droit de violer ta nièce, enfin voilà, la majorité des hommes s'en sortent, donc avec beaucoup de violences sexuelles sur les femmes et sur les enfants aussi également. Donc moi, ça me met en porte-à-faux par rapport à tout ça et vraiment, je le redis parce que je sais que sinon il y a des gens qui vont
j'ai l'habitude qu'il y a des gens qui m'attaquent en me disant j'ai trop d'ego et que c'est pas vrai ce que je dis, c'est un biais cognitif. Toutes les personnes qui veulent pas voir la vérité. Voilà, allez simplement voir les statistiques. Allez simplement voir les statistiques, les réalités des sociétés à l'heure actuelle, comment ça se passe, et de mettre ça en lien avec les discours de la spiritualité. Pourquoi les discours spirituels ils ferment les yeux, ils ne donnent pas d'explication à part c'est ton karma ou t'as choisi tes parents, tu dois vivre le truc, tu vois. Ils n'abordent pas la question. Voilà, il y a tout un tas d'autres questionnements. En général, tout ce qui est difficile, réellement difficile, hors de la société occidentale, est peu accepté. Et peu accepté. Euh, voilà, donc pareil, donc j'avais envie de poser un petit peu cette perspective-là. J'avais envie de vous inviter à vous questionner sur ces aspects-là, euh, de garder de la distance, d'observer les choses. Je crois que fondamentalement, un bon accompagnant, euh, personnellement, je ne ferais pas confiance à quelqu'un je ne fais plus confiance, pardon, à des accompagnants pour moi-même qui ne sont pas formés à l'inceste ou aux violences sexuelles. Parce que généralement, ils sont matrixés par tout un tas de discours qui sont totalement toxiques dans la spiritualité. Et par toute cette spiritualité, pour moi, qui est vraiment ancrée dans l'abus depuis des millénaires, qui ne remet pas, qui ne cherche surtout pas à remettre en question certaines organisations au niveau sociétal, certains types de domination dans la société. On veut surtout pas toucher au système. On va surtout pas remettre en question les choses. On va dire la terre c'est l'enfer, tu dois faire l'expérience, etc. Mais du coup, c'est vraiment une espèce d'énorme fuite, hein, par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Je voulais partager un point de vue. Ça reste mon point de vue. J'espère que ça vous aidera à essayer de vous questionner également sur la question. Je vais mettre des références aussi de livres qui peuvent prendre du temps à lire, mais qui sont intéressants pour mettre de la distance, notamment sur tout le patriarcat et comment le patriarcat a soit mis la mainmise sur les spiritualités, soit attaque les spiritualités quand elle n'arrive pas forcément à dominer des discours qui ne vont pas forcément dans son sens. Voilà, n'hésitez pas à commenter et surtout vraiment discernement, invitation à prendre de la distance par rapport à ce qu'on vous dit, à questionner, je trouve ça sain. Invitation à ne pas prendre au pied de la lettre ce qu'on vous dit. Prenez ce qu'il y a à prendre dans les enseignements qu'on vous donne. Voilà, une invitation à se questionner dans tous les cas.